Au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, sur les pentes abruptes et isolées des monts de l'Espinouse, se dresse le village fantôme de Celles. Ce lieu présente une anomalie géographique et administrative unique en France. Un ensemble de maisons en pierre parfaitement préservées, une église du XIVe siècle intacte, le tout déserté par sa population mais épargné par les eaux. Au milieu des années 1960, la construction du barrage du Salagou devait engloutir définitivement cette commune sous 30 mètres d'eau. Les habitants ont été expropriés, les terres saisies, l'histoire locale théoriquement close. Pourtant, lorsque les ingénieurs ont stabilisé la cote maximale du réservoir à 139 mètres d'altitude, les eaux se sont arrêtées au ras des premières habitations. Celles est restées au sec, suspendues au-dessus du miroir d'eau, prisonniers d'une zone d'exclusion légale où il était interdit de vivre. Ce paradoxe physique d'un village condamné par un calcul hydraulique, mais épargné par la topographie réelle, a figé le site dans un vide temporel pendant plus de 50 ans. Les structures massives, en pierre basaltique, résistent à l'abandon, tandis que les rives artificielles du lac rappellent la décision technocratique qui a brisé une continuité humaine, vieille de plusieurs siècles. Pour comprendre comment une telle faille de planification a pu se produire, il faut analyser les chiffres bruts du projet. Les relevés topographiques initiaux prévoyaient l'inondation de 81 hectares de terres agricoles et l'évacuation de dizaines de familles. Le volume du réservoir devait atteindre 102 millions de mètres cubes d'eau pour réguler les crues d'Elle, l'Ergue et de l'Hérault. Les ingénieurs se sont appuyés sur des modèles hydrologiques rigides, anticipant des crues centennales d'une ampleur extrême. Mais la réalité géologique du bassin du Salagou, caractérisée par la ruffe, une roche sédimentaire argileuse rouge, datant de 250 millions d'années, possédait des propriétés d'absorption et d'écoulement particulières. Lorsque le plan de mise en eau a été finalisé, le niveau réel du lac s'est stabilisé bien en dessous des projections maximales. Le coût économique de l'expropriation totale s'est avéré être un sacrifice inutile pour la partie haute du village. Les marqueurs temporels de cette crise restent gravés dans les archives. 1969 marque la fermeture définitive des vannes du barrage, transformant instantanément le paysage environnant mais laissant Celles comme un monument à l'erreur de calcul. La couche historique la plus profonde du site se trouve dans l'architecture même de son église fortifiée, dédiée à Sainte-Marie. Sa structure interne révèle les mécanismes de défense médiévaux, conçus pour résister aux assauts des routiers pendant la guerre de 100 ans, plutôt qu'à l'assaut des eaux modernes. Les murs extérieurs, épais de plus d'1 mètre, utilisent des blocs de basalte noir extraits des anciennes coulées volcaniques de la région. Les liaisons au mortier de chaux ont permis à l'édifice de supporter l'humidité constante générée par le microclimat du nouveau lac artificiel sans s'effondrer. Les fondations reposent directement sur un éperon rocheux stable, ce qui a empêché le glissement de terrain que redoutaient les autorités lors de la montée des eaux. Cette église n'était pas seulement un lieu de culte, mais le pivot d'un système agricole complexe basé sur la culture de l'olivier et de la vigne en terrasse. Un équilibre humain et thermique parfaitement adapté à l'aridité du climat languedocien. C'est au moment où la reconstruction économique de l'après-guerre exige des infrastructures hydrauliques massives que le destin de Celles bascule. La décision clé de condamner le village repose sur une note technique de la direction départementale de l'équipement, datée de 1959, stipulant qu'aucun îlot d'habitation ne doit subsister dans la zone de marnage du futur lac pour des raisons de salubrité publique et de sécurité des structures. Les autorités font face à un choix: concevoir une digue de protection pour le bas du village ou exproprier l'intégralité de la commune. Le piège caché de cette décision administrative est d'ordre juridique. En indemnisant les propriétaires sur la base d'une disparition totale sous les eaux, l'État devient propriétaire d'un domaine fantôme qu'il n'a pas le droit de réoccuper ni de détruire, car les bâtiments restés hors d'eau conservent leur valeur patrimoniale objective. La tension monte d'un cran lorsque les habitants, réalisant que leurs maisons ne seront jamais submergées, tentent de revenir sur leurs terres. L'administration oppose alors un refus strict, fondé sur des risques d'instabilité des berges argileuses,
des menaces d'effondrement souterrain et la contamination potentielle de la nappe phréatique. Un face-à-face technique et légal s'engage alors entre les anciens résidents et les ingénieurs de l'État. Chacun s'appuyant sur des rapports d'experts contradictoires concernant la porosité de la ruffe et la résistance mécanique des maçonneries face à la pression hydrostatique constante du réservoir. Le blocage administratif de Celle met en lumière une fracture plus profonde entre la planification centralisée et la réalité du terrain. Les ingénieurs de l'État ont appréhendé la vallée du Salagou comme une simple cuve topographique, un espace vierge à rationaliser. Ils ont ignoré que la survie de ce village sur son éperon de ruffe rouge reposait sur une ingénierie vernaculaire, développée et validée par des siècles d'observation locale. L'ancienne structure sociale de la commune, fortement ancrée dans l'exploitation pastorale et viticole, s'est heurtée à la logique purement quantitative des planificateurs des Trente Glorieuses. Ce choc des rationalités est mesurable par l'examen des réseaux d'irrigation et de captage qui alimentaient le bourg avant sa fermeture forcée. Les sources souterraines, qui assuraient l'autonomie hydrique des habitations même lors des pires sécheresses estivales du climat méditerranéen, ont été brusquement coupées de leurs exutoires naturels par la montée du niveau hydrostatique du lac. Le sol argileux, saturé par cette masse d'eau artificielle de 102 millions de mètres cubes, a commencé à modifier la dynamique des pressions interstitielles sous les fondations des bâtiments les plus bas. Les relevés de stabilité effectués au début des années 1970 montrent que la pente mécanique du terrain n'obéissait plus aux lois physiques des versants secs. L'anomalie n'était plus seulement juridique, elle devenait structurelle. Les maçonneries anciennes, conçues pour respirer et évacuer l'humidité par capillarité, se sont retrouvées face à une immersion partielle de leurs assises inférieures, provoquant des remontées de sels minéraux destructeurs pour les mortiers d'origine. Pour évaluer la résistance du bâti, les services techniques ont dû analyser la composition physique de la ruffe, cette combinaison unique d'argile et d'oxyde de fer. Sa capacité de charge diminue de près de 40% lorsqu'elle passe d'un état sec à une saturation complète. Ce paramètre critique, sous-estimé lors de la phase de conception du barrage, a transformé la zone de contact entre le village et le lac en une frontière hautement instable. L'interdiction de réoccupation s'est alors durcie, non plus pour des motifs de salubrité publique, mais par crainte d'un effondrement massif des berges qui auraient entraîné les premières lignes de maisons dans les profondeurs du réservoir. Malgré ce péril géologique, l'architecture du village a fait preuve d'une résilience physique inattendue. Les linteaux en pierre de taille, les voûtes en plein cintre des caves et les toitures en tuiles canal imbriquées ont supporté les hivers humides et les étés caniculaires sans l'entretien régulier des hommes. C'est ici que se noue le second paradoxe de Celle. L'absence d'activité humaine, initialement perçue comme un facteur d'accélération de la ruine, a paradoxalement protégé le site du vandalisme industriel et des restructurations urbaines modernes. Le village est devenu un laboratoire à ciel ouvert, un écosystème hybride, où la faune locale et la végétation méditerranéenne ont repris possession des cours intérieures et des ruelles pavées. Les racines des figuiers sauvages se sont insinuées dans les fissures des murs, créant une tension mécanique permanente entre la destruction biologique et la cohésion des pierres. À la fin de la décennie 1970, la situation bascule vers une impasse totale lorsque les anciens propriétaires fonciers organisent les premières actions de contestation concrète. S'appuyant sur le fait que le niveau de l'eau n'a jamais atteint la cote d'alerte promise par les ingénieurs, ils contestent la validité même de l'acte d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le piège se referme sur les instances départementales. Restituer les bâtiments équivaudrait à reconnaître une erreur technique majeure dans les calculs de marnage du barrage. Tandis que maintenir l'expulsion sans justification physique quantifiable expose l'État à des compensations financières colossales. La décision de geler le site, de le placer sous surveillance constante et de couper définitivement les voies d'accès routières directes est alors prise pour étouffer le débat. Mais cette tentative de mise sous silence va provoquer l'effet inverse, attirant l'attention de chercheurs en infrastructure et d'historiens des crises territoriales.
Bien décidé à percer le secret de cette zone d'exclusion volontaire, la mise en quarantaine administrative de Celle se transforme au cours des années 1980 en une véritable énigme technique pour la gestion des eaux de la région. Coupé du monde, privé de ses voies de communication traditionnelles, le village se fige dans le paysage du Salagou comme un indicateur visuel des limites de l'ingénierie moderne. Les rapports confidentiels de la société concessionnaire du barrage révèlent une préoccupation croissante concernant le comportement mécanique des sols en bordure de la retenue. Les géologues mandatés sur place constatent que le niveau du lac fluctue selon un marnage saisonnier de plusieurs mètres, exposant alternativement la base de la ruffe rouge à l'immersion et à la dessiccation. Ce cycle de saturation et de séchage provoque des micro-fissures invisibles à l'œil nu, mais capables à terme de déstabiliser les fondations des bâtiments suspendus. C'est l'apparition d'un nouveau facteur physique, qui va modifier l'équilibre des forces. L'impact thermodynamique de la masse d'eau sur le microclimat de la vallée. Avant la création du lac artificiel, Celle bénéficiait d'un climat méditerranéen sec, idéal pour la conservation des maçonneries en basalte et en calcaire. L'évaporation quotidienne de millions de mètres cubes d'eau génère désormais une humidité stagnante au fond de la cuve, accélérant la prolifération des mousses et des lichens sur les façades exposées au sud. Les indicateurs biologiques de cette transformation sont nets. Des espèces de plantes hygrophiles, qui n'avaient jamais été recensées dans cette zone aride de l'Hérault, s'installent au pied des habitations désertes. Les murs en pierre, privés du chauffage domestique, qui assurait autrefois l'expulsion de l'humidité interne, subissent de plein fouet ce bouleversement invisible. Les mortiers anciens commencent à perdre leur cohésion, remettant en cause les conclusions des experts des années 1960 qui affirmaient que le village supérieur demeurerait inchangé. Face à cette dégradation lente mais quantifiable, une poignée d'irréductibles et de spécialistes des structures décident d'agir dans la clandestinité. Bravant l'interdiction préfectorale de pénétrer dans le périmètre de sécurité, ils mènent des campagnes secrètes de relevés topographiques pour surveiller l'évolution des fissures d'ancrage du village. Armés d'instruments de précision, ils mesurent au millimètre près les mouvements des voûtes de l'église fortifiée et le basculement potentiel des terrasses agricoles désaffectées. Leurs conclusions contredisent radicalement la position officielle de l'État. Selon leurs mesures, le sous-sol basaltique offre une résistance bien supérieure aux prévisions initiales et l'éperon rocheux sur lequel repose Celle s'avère parfaitement stable face aux variations de pression de la retenue d'eau. Ce constat met en lumière une réalité dérangeante. Le maintien de la zone d'exclusion n'obéit plus à un impératif de sécurité publique, mais à une inertie bureaucratique incapable de corriger une décision prise 20 ans plus tôt. La tension culmine lorsque ce rapport technique parallèle est transmis anonymement à la presse et aux élus locaux à l'aube des années 1990. Le piège se referme sur les planificateurs. Le village de Celle n'est pas une ruine dangereuse prête à glisser dans les eaux, mais un patrimoine intact et structurellement viable, illégalement confisqué à ses habitants par une erreur d'évaluation scientifique. Les autorités se retrouvent face à un dilemme sans précédent dans l'histoire des grands travaux français. Continuer à interdire l'accès au site exige le déploiement de moyens de surveillance permanents et coûteux, tandis que valider le retour de la population impose de repenser intégralement l'infrastructure d'assainissement et de sécurité incendie de la zone dans un cadre législatif devenu extrêmement rigide. C'est précisément à ce moment critique, alors que la pression politique s'accentue pour une réhabilitation complète du site, qu'un relevé piézométrique anormal à la base du barrage principal vient soudainement paralyser toutes les négociations et relancer le spectre d'une catastrophe majeure. L'anomalie piézométrique détectée sous les fondations du barrage du Salagou change instantanément l'échelle du conflit. Les micro-variations de la pression de l'eau dans les forages de contrôle indiquent que les infiltrations souterraines ne suivent plus les trajectoires prévues par les ingénieurs. Ce phénomène physique, localisé à moins de 2 km en aval du village fantôme de Celle, menace directement la stabilité globale de la retenue.
La ruffe rouge, cette roche sédimentaire que l'on croyait imperméable sur de grandes épaisseurs, révèle ses failles structurelles. Un réseau de micro-diaclases et de lignes de fractures invisibles, héritées des compressions tectoniques du bassin permien. La panique technique s'empare des services de l'État car, si la pression hydrostatique interne continue de grimper, c'est l'ancrage même de la digue principale qui pourrait être balayé par un effet de sous-pression. Le destin du village suspendu se retrouve ainsi lié à une crise de structure purement mécanique. Les données chiffrées de cette nouvelle urgence s'accumulent dans les bureaux de la direction départementale de l'équipement au milieu des années 1990. Les capteurs de déplacement enregistrent un infime mouvement de bascule de la structure en enrochement du barrage, de l'ordre de quelques millimètres, mais suffisant pour déclencher un protocole d'alerte de niveau 2. Pour réduire la charge sur l'ouvrage, les autorités n'ont d'autre choix que d'ordonner une vidange partielle d'urgence du réservoir. Le niveau du lac baisse rapidement, perdant plus de 8 mètres en l'espace de 2 semaines, et exposant aux yeux de tous un paysage lunaire de terre craquelée et de souches d'arbres fossilisés par l'eau. Ce retrait forcé des eaux produit un effet secondaire inattendu sur le site de Celle. Les berges de Ruffe, brutalement privées de la contrepression hydrostatique exercée par le lac, subissent un phénomène de décompression rapide. Les argiles gorgées d'eau commencent à glisser le long des pentes sous l'effet de leur propre poids, entraînant les murets des anciennes terrasses de culture et menaçant de déstabiliser les premières habitations du bas du village, celles-là même qui avaient été épargnées par la mise en eau initiale. L'analyse géotechnique révèle que la baisse du niveau de l'eau est paradoxalement plus dangereuse pour le bâti ancien que sa stabilité immergée. Les experts se trouvent confrontés à une contradiction scientifique majeure. Pour sauver le barrage en aval, il faut vider le lac, mais pour sauver le village historique en amont, il faut maintenir l'eau à sa cote maximale. Au cœur de cette crise, les relevés archéologiques menés à la hâte sur les parties excavées du rivage mettent au jour une structure maçonnée circulaire inconnue, enfouie sous les sédiments depuis 1969. Les fondations de cet édifice, antérieur à l'église médiévale, attestent d'une occupation humaine continue remontant à l'époque romaine, exploitant les propriétés thermiques et hydrauliques précises de cette faille géologique. Les maçonneries révèlent l'utilisation d'un mortier de tuileaux résistant à l'eau, preuve que les anciens bâtisseurs comprenaient les mouvements de l'eau souterraine, bien mieux que les modélisateurs modernes. Cette découverte suspend temporairement les travaux de consolidation d'urgence, la loi française imposant des fouilles de sauvegarde face à des vestiges d'une telle importance patrimoniale. C'est à ce moment précis que la tension politique et technique atteint son paroxysme. Les anciens habitants, regroupés en associations, profitent de la vidange du lac et de l'accès terrestre retrouvé pour réinvestir physiquement les lieux. Ils s'installent dans les maisons abandonnées, bien décidés à prouver par leur présence que le village est habitable et que les risques d'effondrement sont amplifiés par l'administration pour masquer ses propres erreurs de calcul. Les ingénieurs de l'État font face à un piège inextricable. Évacuer les occupants par la force publique au milieu d'une crise structurelle majeure du barrage risquerait de provoquer un scandale médiatique incontrôlable, tandis que les laisser sur place engagent leur responsabilité pénale directe en cas de rupture de la digue ou de glissement de terrain massif. Alors que les pelleteuses de chantier attendent le signal pour injecter des tonnes de béton fluide dans les fissures du sous-sol. Une secousse sismique de faible amplitude, mais centrée exactement sous le bassin du Salagou, vient briser les derniers instruments de mesure et plonger les équipes techniques dans l'obscurité totale. La secousse sismique qui ébranle le bassin du Salagou agit comme un révélateur des lois physiques incontournables qui régissent la vallée. Loin d'être un cataclysme destructeur, le séisme remet brutalement les compteurs techniques à zéro, forçant la structure géologique et l'infrastructure humaine à trouver un nouvel équilibre. Lorsque les équipes d'ingénieurs réactivent les systèmes d'alimentation d'urgence et installent de nouveaux capteurs sur la digue, les données brutes contredisent toutes les modélisations pessimistes des décennies précédentes.
Les vibrations ont provoqué un tassement naturel et salutaire des enrochements du barrage, scellant d'elles-mêmes les microdiaclases par lesquels l'eau s'infiltrait dangereusement. Mieux encore, les rapports hydrologiques des jours suivants montrent que les pressions piézométriques sous le village de Celles se sont stabilisées à des valeurs parfaitement nominales. La nature a corrigé les approximations des calculs théoriques, démontrant la viabilité mécanique à long terme de cet éperon de ruffe rouge qui soutient le bourg depuis des siècles. Ce dénouement géologique ouvre la voie à un changement radical de doctrine de la part de l'administration française, marquant le début des années 2000. Face à la preuve technique de la stabilité du site et à la détermination sans faille des anciens habitants, l'État abandonne sa politique d'exclusion systématique. Les chiffres du grand projet de réhabilitation sont validés par décret préfectoral. L'ancienne zone de marnage interdite est redéfinie, excluant la partie haute de Celles des périmètres de danger immédiat. Un budget de plusieurs millions d'euros est alloué non pas pour détruire, mais pour connecter le village au réseau moderne d'assainissement éco-compatible, indispensable pour préserver la qualité de l'eau du lac en contrebas. Les marqueurs temporels s'inversent enfin. Après 40 ans de gel administratif, le calendrier officiel planifie le retour progressif d'une population permanente, faisant de Celles le premier village fantôme de France légalement ressuscité par ses propres expropriés. La couche historique finale de cette épopée se matérialise dans la restauration minutieuse des habitations et de l'église médiévale Sainte-Marie. Les chantiers de réfection n'utilisent aucun matériau moderne exogène. Les maçons locaux emploient exclusivement le basalte noir d'origine et des enduits traditionnels à la chose aérienne, permettant aux structures de continuer à respirer face au microclimat humide du réservoir. Cette renaissance architecturale valide la vision de l'ingénierie vernaculaire qui avait guidé les bâtisseurs du XIVe siècle. Celle n'est plus une anomalie administrative ou un monument à l'erreur de calcul, mais le symbole d'une continuité historique et humaine qui a su survivre à l'assaut de la technocratie industrielle. Le village s'intègre harmonieusement dans le paysage recomposé de l'Hérault, démontrant que la mémoire des lieux et la résistance des pierres peuvent infléchir les décisions les plus rigides. L'histoire de Celles s'achève sur cette leçon de réalisme sévère. Les infrastructures lourdes ne peuvent s'imposer durablement qu'en respectant les réalités géologiques et culturelles des territoires qu'elles transforment. Le lac du Salagou et son village suspendu forment désormais une entité unique, un espace où la rationalité des ingénieurs et la persistance du passé ont fini par conclure une trêve définitive. Les eaux rutilantes du réservoir continuent de border les façades rouges du bourg, non plus comme une menace de submersion, mais comme le miroir d'une victoire humaine face à l'effacement programmé.